Souvent cité comme l'une des démocraties les plus stables d'Afrique centrale, le scrutin présidentiel du 19 juillet à Sao Tomé et Principe intervient dans un contexte marqué par des recompositions politiques, des tensions institutionnelles observées depuis 2025 et de fortes attentes économiques et sociales. Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de Politicia qui met en lumière les enjeux de la présidentielle santoméenne avec nos invités. Franck Kwasi, secrétaire général de Tolerance in the World, ONG active sur les questions électorales et de tolérance. Bienvenue sur ce plateau. Merci madame. Michel Beta, fondateur du quotidien Le Bélier, bienvenue sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Victor Djokoyi, analyste politique, bienvenue sur ce plateau. Il y a certain honneur d'être là. Éric Dohou, analyste politique, bienvenue sur ce plateau. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Tout de suite, les portraits des différents candidats à l'élection présidentielle santoméenne dans cette série de reportages de la rédaction. À Sao Tomé et Principe, la Cour constitutionnelle a validé le 16 juin 5 des 6 candidatures. Le président sortant Carlos Villanova, candidat à un second mandat, l'ancien premier ministre Jorge Bom Jesus, le leader parlementaire de l'ADI, Nito Dapreux, ainsi que les juristes Miquès Joao Bonfim et Eugenio Tini. Les principaux favoris sont Carlos Villanova, qui mise sur un discours de rassemblement malgré les divisions de l'ADI, Jorge Bom Jesus, principal candidat de l'opposition, et Nito Dapreux, considéré comme une alternative crédible. Des 3 candidats qui sont en tête dans la course, que ce soit Carlos Villa, que ce soit M. Jesus ou M. Abreu, personne n'émerge si ce n'est le président sortant qui domine d'une courte tête. Le président sortant va peut-être venir avec un discours rassembleur et l'expérience qu'il a eue à la tête de l'État. Et quand on dit rassembleur, c'est déjà par rapport aux divisions qu'il y a à l'intérieur de son propre parti. L'opposition peut brandir une certaine stabilité et une nouvelle façon de gérer le pays. La seule candidature rejetée est celle de Nino Montero, homme d'affaires, député et président de la coalition MCI-PS-PNU, écarté pour des critères liés à l'origine familiale. Son parti dénonce une décision qu'il juge contraire à l'article 15 de la Constitution, discriminatoire et politiquement motivée, et annonce un recours devant la Cour constitutionnelle au nom des Sao Toméens nés dans l'archipel. L'élimination d'un autre candidat ne peut pas paraître dans ce pays comme étant une décision politique parce que jusqu'à preuve du contraire, la Cour constitutionnelle de Sao Tomé et Principe fonctionne normalement. Donc, on peut attendre à ce que le processus de son invalidation puisse être infirmé ou confirmé par la Cour constitutionnelle. Selon les données provisoires de la Commission électorale nationale, 142 298 électeurs sont inscrits, soit près de 19 000 de plus qu'en 2022. Le corps électoral comprend 121 771 électeurs sur le territoire national et 20 525 dans la diaspora. À Sao Tomé et Principe, l'ancien premier ministre Jorge Bom Jesus a officiellement retiré sa candidature à la présidentielle du 19 juillet 2026, malgré ses récentes affirmations contraires. Ce désistement hors délai légal marque une rupture majeure avec son parti qui soutient désormais la réélection du président sortant Carlos Villanova. Pour justifier ce retrait, il dénonce un climat de tension extrême et une violente campagne de déstabilisation personnelle. Ce coup de théâtre bouleverse l'opposition et redessine les enjeux du scrutin à Sao Tomé et Principe. Cette décision a été prise après mûre réflexion et un examen responsable de la situation politique actuelle. Elle est motivée par des raisons personnelles et la ferme conviction que face au déluge de mensonges criminels répandus et au climat de méfiance installé dans le pays, la défense de son nom et de son honneur, ainsi que la sauvegarde de l'intégrité physique et morale de sa famille et de ses partisans doit primer sur toute autre aspiration, aussi légitime soit-elle. Colocar em primeiro lugar
Au-delà des attaques personnelles, c'est l'état de crispation de la société sao-toméenne qui inquiète l'ancien candidat. Alors que le pays se prépare pour la présidentielle, Boum Jésus dit craindre que sa candidature ne devienne un facteur de désunion supplémentaire. Compte tenu des circonstances actuelles et du contexte politique dans lequel nous vivons, caractérisé avant tout par une division et des tensions politiques sans précédent qui tendent à s'aggraver, et de la nécessité de privilégier la cohésion nationale et la sérénité du processus électoral, je crois que la décision la plus responsable et la plus patriotique est de retirer sa candidature afin de contribuer à apaiser la situation et à rétablir l'harmonie nationale. Suite au retrait de Georges Boum Jesus, la course présidentielle à Sao Tomé et Principe compte désormais 4 candidats, dont le président sortant Carlos Villanova. Pour ce scrutin présidentiel, la Commission électorale nationale a recensé 142 191 électeurs inscrits. Ce corps électoral se divise entre 121 670 résidents locaux et 20 521 citoyens de la diaspora répartis en Europe et en Afrique. Retour sur ce plateau, plus de 120 000 électeurs et 4 candidats après le retrait de la candidature de l'ancien Premier ministre José Lopez du mouvement pour la libération de Sao Tomé et Principe pour cette élection présidentielle à Sao Tomé et Principe. Après plusieurs années marquées par des changements de gouvernement, je me tourne vers vous Eric, et des tensions institutionnelles, dans quelle mesure la présidentielle de 2026 peut-elle consolider la stabilité politique et renforcer la confiance des citoyens envers les institutions démocratiques? Merci. Déjà pour Sao Tomé et Principe, en regardant toute l'histoire, je vais sauter l'étape de 75 à 90 où il y avait un parti unique, en parlant vraiment de l'étape à partir de la constitution des 90 où il y a eu donc le multipartisme. C'est un État qui a démontré en tout cas une certaine responsabilité de ses leaders politiques. Il n'y a pas eu, contrairement à ce qu'on croit, aucun grief sur les questions électorales. Il y en a eu plusieurs fois, mais ils ont toujours été gérés soit par les leaders eux-mêmes, soit par les organes électoraux, notamment le tribunal constitutionnel. Par rapport à cette élection qui arrive aujourd'hui, je pense qu'il y a des signaux un peu inquiétants. C'est vrai qu'on est habitué, quand on regarde leur histoire, à ce travail au niveau du Parlement où il y a des alliances entre plusieurs partis qui se défont, qui reviennent, sans que ça crée vraiment de problème. C'est juste le fonctionnement normal d'un régime parlementaire. Mais quand on regarde surtout aujourd'hui les dissensions au sein des partis politiques, c'est ça que je trouve assez inquiétant. Il y a une sorte de recomposition, c'est un peu un cafouillage actuellement entre les candidats qui ont été élus dans leur premier mandat avec un parti, notamment donc le président Carlos Villanova, élu avec le parti ADI, qui aujourd'hui va s'appuyer plutôt sur une coalition de partis d'opposition et surtout du parti principal d'opposition. Un autre candidat qui va être issu de l'ADI, qui est peut-être qui a été adoubé en tout cas par la direction du parti, mais qui semble, selon ce qu'on entend un peu partout, boudé par une partie des militants, entre le candidat du parti d'opposition qui, lui, tout en étant président du parti, n'obtient pas l'onction de son parti. Bon, voilà, c'est une recomposition qui, à mon sens, moi m'inquiète, en tout cas, sur l'issue. J'espère, en tout cas, qu'on ne verra pas un premier conflit aujourd'hui à Sao Tomé, parce que franchement, les profils qui se sont présentés, pour certains en tout cas, ne me rassurent pas. Victor, réaction? Merci. Sao Tomé et Principe a jusqu'à maintenant rassuré la communauté nationale et internationale de ce que Sao Tomé et Principe est une démocratie, mais une démocratie qui peut compter en Afrique australe. Centrale. En Afrique centrale, première chose. La deuxième chose que je voudrais dire, donc sur cette base, évidemment, à cause de la bonne démocratie, on a beaucoup de possibilités de penser que cette élection devrait se passer dans de bonnes conditions. La deuxième chose que je veux dire, c'est que c'est un pays extrêmement politisé. Extrêmement politisé. Et vous savez, tous les pays politisés sont des pays ouverts sur la crise.
Déjà, le 25 novembre 2022, il y a eu un coup d'État. Quand je dépasse la période, comme Eric l'a dit, la période du parti unique, il y a déjà eu un coup d'État en 2022. Et puis ensuite, quand le président Carlos Villanova a démis le Premier ministre Patrice Trovoada, vous savez que le quartier général de l'armée a également été attaqué. Donc, cela dit que la démocratie dont on parle, qu'on pense être la bonne en Afrique, dans cette partie de l'Afrique-là, est inquiétante à cause des tensions. Vous remarquerez que le Premier ministre, Jésus Boun, a démissionné, il n'a pas voulu y aller, simplement parce qu'il est menacé. Donc, l'un mis dans l'autre, vous comprenez que nous sommes dans une démocratie extrêmement sous tension. Bon, maintenant, je pense que vers la fin, ils sont obligés de s'entendre parce qu'il faut forcément aller à cette élection. Michel, ça reste une élection décisive pour la stabilité politique santoméenne. Vous l'avez dit, une élection très décisive parce qu'après 2022, c'est la seconde élection où on espère qu'on n'aura pas de morts, on n'aura pas de personnes assassinées comme on l'a vu en 2022. Ça vous dit que le système hybride, institutionnel hybride, comme je le nomme, de Sao Tomé, aujourd'hui est en train de montrer ses limites. Les députés, avec ceux qui choisissent le Premier ministre et le président, bon, on voit que les pouvoirs changent à tout moment et le président a du mal à contrôler son Premier ministre. Donc il s'en sépare quand il veut, alors que ce n'est pas ce que l'Assemblée nationale lui offre, les changements de Premier ministre. Donc aujourd'hui, on est face à une institution, je dis à une élection qui, ma foi, moi je pense que le vainqueur devra vraiment plaider pour qu'on en vienne à un régime soit présidentiel, soit parlementaire totalement. Parce que le régime hybride actuel est en train de montrer ses limites avec toutes les divisions qu'on a pu constater jusqu'à cette élection. Aujourd'hui, on a un président qui n'est pas soutenu par son parti. C'est à croire qu'il est seul, mais nous savons, avec la puissance présidentielle, on peut toujours s'accaparer quelques personnes avec les moyens dont on dispose. Donc, un président qui n'a pas de parti, face à ceux qui ont des partis politiques. Mais vous verrez qu'au soir des élections, ce président-là, certainement, comme on l'entend par ceux qui sont proches de la réalité là-bas, nous sommes un peu loin, mais ceux qui sont proches de la réalité, il est bien parti pour gagner. Mais s'il gagne, comment il va gouverner? Il devra refaire encore l'unité au sein des différents partis politiques pour espérer avoir un Premier ministre qui fasse consensus avant de pouvoir diriger ce pays-là. On est vraiment, les Santomiens sont dans une passe très décisive. C'est vrai que par le passé, on a salué leur démocratie, mais leur démocratie aujourd'hui, face aux enjeux politiques, des hommes politiques, des acteurs politiques, devant leurs intérêts personnels, leurs intérêts individuels, est en train de montrer ses failles. Et il faut y penser. Monsieur Kwasi, quelle est votre analyse du point de vue de la société civile? Bien, merci. De notre point de vue en tant que société civile, la première observation qu'on fait, c'est que nous sommes face à une crise de confiance entre les acteurs politiques. Pour le président sortant, M. Villa, et pour son Premier ministre, en 2025, qu'il avait démis de ses fonctions, M. Patrice. Et donc, aujourd'hui, M. Patrice ne soutient pas M. Villa pour cette candidature-là. Donc, du coup, il y a cette crise institutionnelle au niveau même du parti, ce qui fait qu'il y a quand même une division, donc il y a une fracture. Je veux dire qu'au niveau des voix, pour l'assurance du président sortant, pour dire qu'il va pouvoir gagner les élections, à ce niveau déjà, il y a un problème. Il y a parlé de la crise de confiance. Il y a aussi la question du respect des institutions qu'on se donne soi-même. Parce que tout à l'heure, on parlait du système hybride de Sao Tomé. Et ce système-là, aujourd'hui, est en train de montrer également ses limites. Et l'autre facteur également auquel il faut faire attention, c'est le regard aussi des institutions internationales sur l'aspect économique. Parce que les résultats économiques ne sont pas assez satisfaisants. Et quand les résultats économiques ne sont pas satisfaisants, il y a la population qui, à son regard,
Et donc nous, en tant que société civile, c'est vrai, les hommes politiques mènent leur bataille pour prendre les rênes du pouvoir, mais la population aussi a son regard, a ses problématiques sur la question de l'alimentation, la question de la santé et autres. Et donc tous ces facteurs mis ensemble donnent des signaux vraiment d'une situation qu'il faut suivre de près, qu'il faut regarder de près. Mais en tant qu'acteur de la société civile qui prônent la paix, parce que quand il n'y a pas la paix, les premiers à payer le prix, c'est la population civile. Alors jusqu'ici, le parti Action démocratique indépendante et le mouvement pour la libération de Sao Tomé et Principe ont été jusqu'ici les deux principaux partis qui ont dominé justement les élections à Sao Tomé et Principe. Quels sont les profils qui se dégagent ici au regard de cette présidentielle, Eric? Dans un premier temps, je voulais tempérer déjà ce que j'ai dit tout à l'heure. Je m'inquiète surtout parce que, contrairement à mes camarades sur le plateau, je ne m'inquiète pas pour l'attelage institutionnel de Sao Tomé. Je m'inquiète plutôt par rapport aux acteurs politiques qui sont sur le terrain aujourd'hui, par rapport au discours qu'ils prononcent. Sinon, je trouve que c'est un pays qui est vraiment très stable. Il n'y a pas eu qu'un seul coup d'État depuis 1990 et le multiparti. Il y a eu 4 coups d'État. 1995, il y a eu 2003, il y a eu 2018 et 2022. En général, c'est des coups d'État qui durent 4-5 jours ou qui échouent complètement parce que l'armée républicaine fait son travail, parce que les gens ne rentrent pas dans ces choses-là. Du coup, le pays est stable, mais moi je m'inquiète parce que le peuple est un peuple éduqué, qui est politisé, comme on l'a dit, et qui vote. Les taux de participation, c'est le minimum que j'ai vu, je crois que c'était 2006, avec 64%. Il y a des pays qui aimeraient tellement avoir ça. Mais ce qui m'inquiète, moi, ce sont plutôt les acteurs. Oui, comme vous avez dit, depuis 35 ans, la présidence, c'est un partage entre ADI et MLSTP. ADI a fait plus, je crois qu'ils ont fait 30 ans. Il y a eu 5 ans seulement avec le retour du premier président, M. Manuel Pinto da Costa. Du coup, en réalité, le travail se fait à l'Assemblée nationale, où les forces politiques font des alliances, se défendent, mais c'est le fonctionnement normal de l'institution parlementaire. Il y a des discussions. Aujourd'hui, lorsque l'ADI refuse d'apporter son soutien au président en exercice, bon, ce n'est pas quelque chose d'inédit, hein. On l'a vu ça assez récemment au Sénégal, c'est parce que les membres de la direction de ce parti estiment que le président Villanova a trahi, en quelque sorte, le projet sur lequel ils s'étaient entendus pour ce mandat, qui est son premier mandat. Mais quand on regarde tous les autres présidents de l'ADI qui ont dirigé ce pays, ils ont tous respecté la Constitution en faisant leurs 2 mandats uniquement, et surtout, ils ont tous respecté l'avis de leur parti politique en ne se représentant pas. Il y en a eu un, par exemple, M. Evaristo Carvalho, qui a fait son premier mandat, qui n'a pas eu l'onction de son parti, qui a préféré se retirer tranquillement. Et c'est justement parce qu'il s'est retiré que M. Villanova a pu devenir président. Donc aujourd'hui, quand lui refuse d'écouter l'avis on dira des militants, bon ça c'est à voir, parce que lui il estime qu'il a les militants d'un côté et qu'il a le droit de se présenter, qu'il a plutôt légitimité à se présenter. On verra à l'élection, c'est tout l'intérêt en tout cas de laisser tout le monde y aller. Et de l'autre côté, avec le MLSTP, bon, j'avoue que je ne comptais pas beaucoup sur eux parce qu'en regardant les reports de voix au 2e tour de l'élection de 2021, logiquement, avant justement le retrait de M. Bom Jesus, je pensais vraiment que l'élection allait être une formalité pour l'ADI qu'ils allaient passer, mais bon, les choses sont en train les cartes sont rebattues, on verra. Victor, réaction? Oui, bon, il faut partir du principe que je vais peut-être aller dans le contresens de mon ami et frère Eric pour dire que ce n'est pas forcément l'attelage politique ici qui est l'enjeu. Ce qui est l'enjeu, c'est la sécurité des individus. Le Premier ministre Georges Boum Jesus ne veut pas aller à cette élection parce qu'il est menacé. Il est menacé dans son intégrité personnelle, familiale, etc. etc. C'est l'individu. Quand il y a eu le coup d'État, il y a eu des morts. Mais c'est ça qui fait peur. Donc, quand moi je regarde, c'est évidemment, nous savons tous que le président actuel est le président qui va gagner ces élections pour la simple raison que, de mon point de vue, il a été beaucoup plus proche des populations. Simplement parce que
même dans sa campagne actuelle, on constate qu'il a l'adhésion des jeunes, des femmes, etc. etc. Et il est soutenu par l'extérieur. Je ne veux pas parler de la Banque mondiale, des institutions financières, mais il est vraiment soutenu. Donc, sur cette base, je pense que le mouvement de la libération du Sao Tomé n'est pas bien placé à côté du président. Voilà. Michel, réaction? Quand on suit la campagne, on voit que, comme on dit chez nous, celui qui a plus de monde dans ses tournées, c'est le président sortant, Carlos. Donc je pense qu'il est bien parti pour remporter cette élection où l'opposition même s'est divisée. D'abord, il y a eu en son sein des candidats qui se sont déclarés alors qu'elle avait déjà choisi son candidat. Donc, tout cela favorise, sa réélection. Donc, pour moi, aujourd'hui, ce serait de faire en sorte que ces crises à répétition auxquelles on a assisté ne surviennent plus. Il faut qu'il fasse en sorte de rassurer et non seulement les citoyens sao-toméens, et aussi il va falloir rassurer aussi l'international, parce qu'il ne faudrait pas oublier que 80% du budget de ce pays-là dépend de l'aide internationale. Donc ça, il faut que ce soit quelque chose qu'il réussisse à faire pour booster non seulement l'économie qui est en berne, et aussi beaucoup de secteurs qui sont en souffrance. Alors, Franck, aussi pour vous, quels sont les principaux indicateurs qui permettent d'évaluer si le président Villanova répond effectivement aux attentes des Santoméens en matière de gouvernance et de cohésion nationale, principalement pour ce candidat? D'accord. Il faut noter que le président Villanova, c'est le président sortant. Et donc, même dans sa campagne, son axe de campagne, c'est d'abord reconduire son pouvoir, mais aujourd'hui, il axe sa campagne sur les actions sociales, c'est-à-dire que les améliorations qu'il peut apporter au quotidien de la population et autres. En se basant également sur des observations que les institutions internationales financières, les rapports qu'ils ont eu à faire sur la gouvernance passée. Et donc, je pense qu'il tient compte des facteurs du passé pour orienter sa campagne. Mais le hic, c'est que, tout à l'heure, le point principal sur lequel je pense qu'il travaille également, c'est son ancien Premier ministre, Patrice Trovoada, qui fait un contrepoids pour le soutien qu'il apporte au niveau du groupe des opposants. Ça se voit un peu. Et aussi, l'autre facteur, c'est les élections régionales à venir. Parce qu'il n'y a pas que les élections présidentielles, mais il faut regarder les élections régionales à venir. Parce qu'au niveau de l'Assemblée nationale, c'est 55 députés. Et le nombre de votants également, la population n'est pas assez grande. Et donc, les règles au niveau de l'Assemblée nationale, l'objectif aussi, c'est de pouvoir gagner ces élections-là pour être sûr d'avoir un nombre maximum de députés à l'Assemblée nationale. Donc, l'enjeu, c'est sur ces deux tableaux. Il n'y a pas que la présidentielle, mais c'est forcément gagner la présidentielle pour s'assurer d'avoir, n'est-ce pas, un bon nombre de députés à l'Assemblée nationale. Parce que compte tenu du système hybride, on peut être président, mais si on n'a pas la majorité, ce sera très compliqué pour pouvoir conduire, n'est-ce pas, la gouvernance, quel que soit le programme qu'on a. Quand on n'a pas cette force, ça sera difficile de mettre en œuvre le programme de société qu'on propose pour la population. Réaction? Je suis assez d'accord. Tout va se jouer à l'Assemblée nationale, mais l'Assemblée nationale aujourd'hui penche du côté d'ADI. Par contre, ce qui laisse présager, comme j'ai dit, j'ai fait tempérer, on ne s'attend pas au pire, mais ce qui laisse présager quand même une bataille politique assez farouche dans les prochains jours, ça va être le fait qu'on ne comprend plus rien aujourd'hui. ADI, qui est censé être le parti au pouvoir, qui a la majorité à l'Assemblée nationale, ils ont 30 députés sur 55, qui ont aidé à élire le président actuel, ne sont plus derrière lui. C'est le parti d'opposition qui le soutient avec d'autres partis un peu plus petits. Donc, clairement, moi, je ne vois absolument pas de visibilité claire aujourd'hui sur à quoi va ressembler l'élection. Bien évidemment, le président sortant en campagne ne va pas dire que le fait d'être lâché par son parti lui pose un problème. Au contraire, il bande les muscles et il dit que voilà, il va y aller, que si la direction de son parti ne le soutient pas, au moins les militants et les Santoméens le soutiennent. Bon, peut-être on verra ça le 19.
Alors, nous allons entamer les défis économiques et sociaux santoméens dans la deuxième partie de l'émission après la pub. Les priorités économiques et sociales du prochain quinquennat à Sao Tomé et Principe sont débattues dans cette deuxième partie de l'émission. Et bienvenue à ceux qui nous prennent en marche. Je vous invite à suivre ce reportage sur les projections économiques santoméennes dans ce reportage, la rédaction. À l'occasion de l'Investment Forum 2025, Sao Tomé et Principe a réaffirmé ses priorités de développement. Au centre de la vision 2040, le capital humain, l'inclusion et l'attractivité économique du pays. Dans un contexte de transformation économique et sociale, les autorités santoméennes font du développement humain un axe structurant de leur stratégie à long terme. Un choix assumé alors que la jeunesse représente aujourd'hui une majorité de la population. Notre stratégie, notre vision 2026-2040 met l'accent sur le développement humain. Je parle de la formation, la capacitation de la population et des jeunes, parce que plus de 60% de la population saotomienne, c'est jeunes. Donc, toutes les mobilisations, toute la formation et capacitation qu'on va mettre en place, c'est pour les jeunes. Principalement. La communauté, il faut travailler directement avec la communauté, il faut mettre en place une stratégie d'inclusion de la population dans le développement de Sao Tomé et Principe. Formation, montée en compétences, participation des communautés, le gouvernement entend structurer une croissance plus inclusive en phase avec les attentes des partenaires internationaux et des bailleurs de fonds. Parallèlement à cet axe social, Sao Tomé et Principe souhaite renforcer son positionnement économique régional et envoyer un signal clair aux investisseurs. Le message c'est clair, il faut venir à Sao Tomé des conditions, on a des conditions comparatives avec les autres pays et on a la sécurité. Nous sommes un petit pays, nous sommes bien localisés. Donc, le partenaire peut trouver à Sao Tomé une opportunité d'investir, pas seulement au niveau interne, mais en tant qu'un positionnement très préférentiel au niveau de la sous-région. Avec la vision 2040, Sao Tomé et Principe cherchent à articuler développement humain et activité économique dans une logique de partenariat durable. Un message adressé aux investisseurs, la transformation du pays passe autant par le financement des projets que par l'investissement dans les populations. Retour sur ce plateau, Sao Tomé et Principe, c'est plus de 240 000 habitants sur une superficie de 1001 km². Face à une économie indépendante à l'aide extérieure du cacao et du tourisme, justement, quelles réformes structurelles le futur président devrait-il promouvoir pour favoriser une croissance durable, créer des emplois et attirer davantage d'investissements, Michel? Oui, on le voit, vous l'avez dit, créer des emplois, une population à majorité jeune, plus de 60%, y compris les femmes. Il faut aujourd'hui créer ce qui peut faire en sorte que ces populations-là se maintiennent sur une place, parce que l'exode aussi est un facteur qui freine aussi le développement économique de ce pays-là. Donc aujourd'hui, les défis du prochain président sont énormes, d'autant plus que lui-même, il a déjà dirigé 5 ans durant. Donc il doit avoir les clés pour relancer la machine économique. Au cas où c'est lui qui prend le pouvoir. Ouais, au cas où, puisqu'il a déjà dirigé 5 ans. Donc il faut attendre les résultats de l'élection. Voilà, on attend les résultats. Donc je dis, au cas où il est reconduit par les populations, il n'aura pas de temps mort. Il faudra qu'il relance la machine. Et bon, comme ils ont toujours bénéficié de l'aide internationale, il faut que ces bailleurs-là continuent de lui faire confiance pour qu'ils apportent le maximum d'aide, pour qu'ils puissent vraiment développer une économie locale, parce que sa dépendance vis-à-vis de l'agriculture est un frein au développement économique de ce pays-là. Aujourd'hui, dépend du cacao, des cultures telles que le cacao, avec les variations que ces produits-là connaissent, dépendent de la pêche, alors qu'ils ne sont pas mieux équipés que certains pays européens pour vraiment travailler au mieux sur ce terrain-là. Donc le pays est vraiment au plan économique, a beaucoup de freins
qu'il faut lever. Il y a beaucoup de freins qu'il faut lever. Et moi, je pense que le prochain président, s'il a encore le président sortant, s'il a encore la confiance des populations, devrait être en même de le réussir. Parce que jusqu'ici, il est le seul qui a pu conduire un peu ces petits aménagements, ces petites réformes qui ont pu donner un souffle nouveau à ce pays-là. Franck, le pays mise sur la formation, l'inclusion et veut attirer davantage d'investissements. Justement, quels sont ces mécanismes à mettre en place pour y arriver? Bien, merci. Avant d'arriver au mécanisme, c'est-à-dire qu'on peut améliorer une économie lorsque nous avons la paix, nous avons la cohésion sociale. Et au soir des résultats, lorsque le juge électoral va prononcer les résultats, le message que nous portons en tant que société civile, artisans de paix et de cohésion sociale, c'est que les acteurs politiques gardent confiance aux institutions qu'eux-mêmes se sont données. Qu'ils acceptent le résultat des urnes de façon responsable, parce que tout citoyen a le droit de contester les résultats d'une élection. Mais il faut que, éventuellement, s'il y a contestation, il faut que ça soit fait dans le respect des règles, dans le respect des lois que nous sommes donnés. Il ne faut pas qu'il y ait de la violence, qu'on n'appelle pas les uns et les autres la violence, parce que très souvent, lorsqu'il y a violence, les acteurs politiques ne sont jamais victimes. C'est la population, surtout que la population est jeune, et le message fortement que nous portons aux hommes politiques, que ce soit le président sortant qui soit déclaré vainqueur ou le candidat d'en face qui soit déclaré vainqueur, il faut que les hommes politiques aient la responsabilité du respect, de la confiance aux institutions. Cela dit, le message que nous portons maintenant, c'est que, en tout cas, celui qui sera déclaré vainqueur a une grande mission, a un grand défi à relever. Parce que lorsqu'on a une population qui est en majorité jeune, les jeunes sont fougueux, les jeunes sont remplis d'intelligence. Je pense que la première chose, c'est que le candidat qui sera élu ne reste pas sur son piédestal pour décider du haut de sa chair, mais il faut mettre la jeunesse à contribution. Parce que la jeunesse est une machine à réflexion, surtout que nous sommes à l'ère de la technologie qui va très vite. Aujourd'hui, il faut réfléchir à une transformation de l'économie. La technologie fait qu'aujourd'hui, l'économie n'est pas... Il ne faut pas voir l'économie, ce qu'on peut apporter dans le système traditionnel. Il faut repenser, il faut revoir les choses, mais il faut mettre la jeunesse à contribution. En tant qu'acteur politique, il ne faut pas rester loin et puis proposer. Il faut mettre la population, les différentes couches à contribution pour pouvoir avoir les solutions qu'il faut en vue de donner un nouveau souffle à l'économie, à la paix, à la cohésion au niveau du pays que nous aimons beaucoup, avec toutes ces belles plages qu'ils ont. Alors, donc, merci beaucoup. Alors, Eric, une population, plus de 60% de la population est jeune et un taux de chômage qui s'est établi à 9,10% en 2025. Quelle solution efficace face aux défis de l'emploi et de la formation? Oui, sur la question économique qui va découler justement sur la résorption du chômage, ça va être surtout de revoir l'organisation économique de ce pays. Je pense que les choix qui ont été faits jusque-là, il faut dire aussi qu'en tant que pays insulaire, ils n'ont pas trop le choix de travailler avec ce qu'ils ont. C'est un pays qui a une longue tradition agricole, mais qui s'est plutôt beaucoup trop orienté, à mon sens, qui est resté beaucoup trop ancré sur tout ce qui était culture de rente, notamment le cacao, alors qu'ils produisent quasiment rien en comparaison à d'autres pays qu'on ne citera pas ici. 4000 tonnes. Premier mondial au niveau de la production de cacao à un moment donné. Hein. Bon, peut-être ça, il y avait peut-être 500 ans, peut-être. Non, pas 500 ans. 4000 tonnes, 4000 tonnes produites. Oui. 4000 tonnes, c'est rien par rapport, si on compare au Ghana ou à la Côte d'Ivoire, c'est quasiment rien du tout. Ça ne rapporte pas énormément, alors que c'est 90% des exportations brutes qu'ils font. Donc aujourd'hui, ce qui est nécessaire de faire aujourd'hui pour résorber le chômage, justement, ça va être, à mon sens, en tout cas, de prendre l'exemple d'autres pays insulaires, parce que ce n'est pas une fatalité d'être un pays insulaire, d'autres pays insulaires qui ont réussi à, en fait, réorienter leur économie, soit sur le tourisme, on en a parlé sur ce plateau des Seychelles, soit d'autres pays qui ont réorienté plutôt sur l'agriculture. C'est un pays, Sao Tomé, c'est un pays qui est très fertile, hein. Il y a 56% environ de forêts, de terres fertiles, parce que c'est une île volcanique, donc
c'est des milliers d'années à avoir des nutriments dans le sol. Il faut qu'ils produisent beaucoup plus, déjà pour permettre aux 65 ou 66% de la population qui travaille dans le secteur primaire de pouvoir produire énormément avec de la bonne qualité, de l'exporter. Il y a des pays tout autour qui sont des pays pétroliers, le Gabon, l'Angola, qui seraient très contents d'avoir des exportations de produits vivriers. Et derrière, surtout, ce qui va être le gros chantier, je pense, du prochain président, on saura tout à l'heure son nom, ou en tout cas de ceux qui vont compétir pour le deuxième tour s'il y en a, ça va être de travailler sur la question du pétrole. Parce que depuis, je ne sais plus depuis combien d'années, 10 ans, 15 ans, 20 ans, on annonce Sao Tomé comme étant un prochain et futur gros producteur de pétrole. J'ai entendu parler de 2 milliards de barils dans son sol. J'ai lu un rapport de la Chambre africaine de l'énergie qui parlait en termes de qualité d'un pétrole qui serait comme celui du Gabon ou de l'Angola. Donc il y a quelque chose à faire, mais les derniers, ils ont fini assez récemment, le 30 juin, ils ont bouclé un tour de table avec des compagnies pétrolières pour discuter justement de cette manne pétrolière et malheureusement, ils n'ont pu, je pense, pas proposer autre chose que 85% pour les compagnies et 15% pour le pays. C'est pas rien, vu que c'est un pays qui n'est pas très habité, 200 000 habitants. On espère maintenant que cet argent pourra être utilisé pour la transition justement de ce pays, parce qu'il faut savoir que les prochaines, comment je dirais, ce qui attend ce pays, c'est le réchauffement climatique qui arrive. Il faut commencer tout de suite à trouver une manière de s'en occuper. Merci. Sur la question des investissements, les investisseurs évoquent souvent des contraintes administratives, énergétiques et logistiques. Quelles réformes permettraient d'améliorer justement le climat des affaires et d'attirer davantage d'investisseurs? Merci beaucoup. Je pense que je vais revenir légèrement en arrière pour dire que les investisseurs ont besoin, on le dit souvent, l'argent n'aime pas le bruit. Donc il faut forcément que la sécurité et la stabilité dont on a parlé ici, il faut que ce soit une réalité. Ce qui me réjouit, c'est que la grande majorité des candidats qui sont à cette élection, et dont on va connaître certainement le résultat dans les jours à venir, parlent eux tous de sécurité et de stabilité. Donc ça doit être normalement, ça doit être un intérêt national, première chose. La deuxième chose que je veux dire, et eux aussi, eux tous, ils ont le souci de la modernisation de l'archipel, la modernisation des routes, de l'énergie, des infrastructures, etc., etc. Première chose, il faut mettre en place des conditions qui permettent à des investisseurs étrangers de venir investir et de permettre donc à cette jeunesse qui a besoin d'emploi d'être résorbée. L'autre élément, c'est que, je le disais sur ce même plateau une fois, il faut que nos pays africains aillent forcément vers l'industrialisation, la transformation des produits agricoles, etc., sur nos sols, parce que c'est en le faisant qu'on pourra en retirer le maximum de choses. Et puis, mon ami et frère Eric a parlé tout à l'heure du pétrole. Je pense qu'il faut se laisser aider par l'extérieur, par l'extraction de ce pétrole-là, qui, de mon point de vue, pourra permettre à Sao Tomé et Principe de connaître un développement beaucoup plus harmonieux et meilleur. Alors Michel, le pays dépend largement des importations alimentaires. Comment développer davantage l'agriculture afin de renforcer la sécurité alimentaire et réduire la facture d'importation? Vous savez, Sao Tomé et Principe a été un pays qui a eu de fortes plantations agricoles. Donc au niveau agricole, ils ont déjà montré qu'ils sont capables de produire ce dont ils ont besoin pour nourrir leur population. Mais là, aujourd'hui, nous sommes à un niveau où l'agriculture n'est pas vraiment celle que la jeunesse veut pratiquer. Donc il faut moderniser cette agriculture-là sans attendre. Il faut donner à ces grands espaces agricoles-là les instruments, les mécanismes qu'il faut pour qu'elles puissent produire davantage avec peu d'hommes. Et ça, c'est le premier défi qu'il faut résoudre au niveau agricole. Et la deuxième chose, au niveau aussi de l'attractivité institutionnelle sur les terres, il faut permettre aux gens d'acheter les terres.
faut permettre aux gens de pouvoir vendre leurs terres et de pouvoir les acheter. Parce que quand les investisseurs veulent venir à leurs moyens, s'ils n'ont pas la possibilité de pouvoir s'installer durablement et qui sont encore soumis à des contraintes au niveau de l'acquisition de la terre, ils ne sont pas prêts de venir. Donc il y a toutes ces réformes institutionnelles-là. C'est vrai que ça choque souvent les populations quand on dit, notamment dans ces pays-là où les gens sont beaucoup regardants sur la propriété terrienne, mais il faut qu'ils acceptent de se départir de cette propriété-là quand ils n'ont pas de moyens pour que d'autres qui ont des moyens puissent l'exploiter de façon efficiente. Et là, moi je pense qu'une des traits qui doit aussi aider à cette amélioration au niveau agricole, il faut diversifier. Il faut diversifier l'économie de sorte que cette économie de la pêche, en l'améliorant, cette économie du tourisme, en l'améliorant, cette économie, je veux dire, pétrolière, minière, en l'améliorant, puisse aussi avoir des retombées sur le domaine agricole. Je pense qu'ainsi, on pourra espérer vraiment mettre ce pays-là sur le banc, sur la voie de ceux qui arrive à l'autosuffisance alimentaire. Oui, en quelques secondes. Je voulais ajouter deux petites choses. La première, j'ai oublié quand vous me posiez la question que vous m'avez posée tout à l'heure, j'ai oublié l'industrie touristique, qui pour moi est un facteur extrêmement important. Le Sao Tomé et Principe est un pays insulaire et il faut développer le tourisme. L'économie touristique est extrêmement importante. À côté de ça, il y a la balance commerciale qui est déficitaire, qui est extrêmement déficitaire. Et on ne peut pas avoir une balance commerciale déficitaire et penser avoir une économie forte. Ce n'est pas possible. Donc, il faut que la balance commerciale soit équilibrée. Et, ils font trop d'importations, mais trop peu d'exportations. Et ça ne peut pas forcément aider leur économie. Franck Ouassi, réaction? Bien, merci. Le premier point sur lequel je vais insister, ça c'était un défi majeur, et c'est sur la question de l'éducation. Il faut renforcer l'éducation du point de vue technologie. Tout à l'heure, vous parliez des investisseurs. L'investisseur, quand il vient pour ses intérêts. Il vient pour ses intérêts. Il ne vient pas pour l'intérêt du pays. Ça, c'est la loi. Il ne vient pas pour l'intérêt du pays. Donc, lui, il vient pour faire business dans son intérêt. Et en tant que nouveau chef d'État qui sera élu après la décision du juge électoral, il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut repenser, faire le point de ce qu'on a. Qu'est-ce que j'ai? De quoi est-ce qu'on dispose? Et l'erreur qu'il ne faut pas commettre, et que très souvent nos chefs d'État commettent, c'est qu'on décide pour le peuple. Aujourd'hui, la richesse dont dispose ce pays, Sao Tomé et Principe, c'est sa jeunesse. Donc il faut mettre à concours cette jeunesse-là pour d'abord renforcer ses capacités. Quand les investisseurs vont venir pour, par exemple, explorer le pétrole qui se trouve dans le sous-sol, lui vient avec ses experts. Quand on ne prépare pas notre jeunesse à prendre la relève, après ça nous pose un problème. Tout à l'heure, le collègue parlait de 85% contre 15%. Ben, c'est normal. Quand tu n'as pas et qu'on donne, c'est nous qui décidons. Celui qui donne, c'est lui qui décide. L'autre point, sur le plan de l'agriculture, c'est encore la question de la technologie. Il faut avoir à travailler de façon profonde, à avoir cette capacité technique à produire davantage. Parce que la première richesse dont dispose ce pays-là, c'est la richesse naturelle. Il y a l'eau qui est là, il y a la forêt, il y a le sous-sol. Et donc, la première ressource fondamentale et durable qui peut permettre d'avoir, je vais dire, une capacité d'investissement à long terme, c'est d'abord les ressources humaines. Et en termes d'investissement, avant de compter sur les investisseurs extérieurs, il faut mettre en place une politique nationale d'investissement propre, pouvoir financer les projets des jeunes. Les différents projets que les jeunes vont pouvoir mettre en place pour pouvoir financer cela. Et j'insiste sur un point. Ça, non seulement c'est valable pour le pays Sao Tomé, mais c'est aussi valable pour les autres pays africains. Aujourd'hui, il y a la technologie, particulièrement l'intelligence artificielle qui est en vogue. C'est un domaine qui
offre beaucoup de capacités économiques, de transformation de la vision économique. Mais ce point-là, rares sont les pays qui y travaillent véritablement pour avoir des perspectives pour renforcer l'économie. Vous voyez un peu, ce n'est pas ici qu'on va développer toutes ces choses, mais je pense que c'est des points qui sont importants à regarder de plus près. Alors, sur la question de la dépendance aux importations de carburant qui pèse lourd sur l'économie, dans quelle mesure les énergies renouvelables peuvent-elles devenir un levier de croissance et de réduction des coûts énergétiques à Sao Tomé et Principe? Sur la question de l'inflation qui est liée justement à la dépendance aux importations, je pense que le pays a quand même fait 2-3 choses intéressantes. La première, c'est en 2010, où il décide, parce que le premier fournisseur de Sao Tomé, c'est le Portugal. Ensuite, vous avez l'Angola, le Mozambique, qui sont ses plus proches. Bon, c'est aussi lié à la question linguistique. Et donc, la décision a été faite en 2010 d'arrimer le dobra, qui est la monnaie santoméenne, avec l'euro, de sorte à pouvoir commercer beaucoup plus facilement avec le Portugal. C'était une très bonne initiative. Je pense que ça a permis de faire baisser un peu le taux d'inflation. On était à 21%, je crois, autour de 2023, et on est redescendu progressivement. Aujourd'hui, ils sont autour de 11%. C'est toujours énorme, mais c'est bien mieux qu'en 2023. Ensuite, la manne de l'énergie renouvelable, moi, je n'y crois pas forcément beaucoup, parce que, après, ça dépend des méthodes aussi. Hein. Si c'est des questions d'énergie marémotrice, on utilise la mer pour faire de l'énergie renouvelable, pourquoi pas. Mais pour un pays de 1000 km², bon, il n'y a pas suffisamment d'espace pour faire du solaire ou pour faire de l'éolien. Donc, oui, il va falloir, comme je dis, tout axer sur la gestion de la manne pétrolière. Ça va être ça. Ce qui est peut-être un peu inquiétant, c'est que même si en réalité Sao Tomé n'a jamais produit une goutte de pétrole de façon propre, il y a quand même depuis plusieurs années ce partenariat qui était d'abord un conflit de zone exclusive avec le Nigeria, mais ils se sont entendus. Et aujourd'hui, il y a l'utilisation des blocs pétroliers qui sont entre le Nigeria et Sao Tomé, qui sont gérés conjointement par une autorité commune, même si c'est vrai qu'apparemment Sao Tomé ne paye pas totalement ses contributions, mais ça a permis de faire entrer au moins 60 à 70 millions de dollars dans les caisses du trésor santoméen. Le problème, c'est comment cet argent a été utilisé. Parce qu'il faut que, en tout cas, le pouvoir qui va se mettre en place à partir de très bientôt comprenne que l'urgence ne va pas être dans régler certains problèmes. C'est vrai, les problèmes sociaux, c'est important, mais l'urgence, en fait, c'est d'utiliser cet argent pour commencer tout de suite à être de moins en moins dépendant, soit de l'aide internationale, soit des exportations. Alors, comment, pour vous, le prochain président peut-il garantir une gouvernance transparente afin de garantir justement, afin que les ressources profitent réellement au développement du pays plutôt qu'à une minorité? En quelques minutes, Victor. En quelques minutes... premièrement, le respect des lois. Le respect des lois. On parlait tout à l'heure de Patrice Trovoada qui a été démis loin du contexte constitutionnel, parce que l'article 15 demande que quand quelqu'un est né sur le territoire, évidemment, il doit être citoyen de cet État. Bon. Donc, le respect des lois, première chose. Ensuite, le respect des promesses. Parce que quand tu écoutes la campagne, les thèmes de la campagne, on est en train de partir petit à petit vers une grande nation, vers une nation organisée, etc., qui va connaître forcément un sursaut, un développement. Donc, le respect des promesses faites au cours des campagnes. Et puis ensuite, bon, je pense maintenant que la relation nord-sud est bonne, mais il faut plutôt la relation sud-sud avec le Gabon qui est tout près, qui a beaucoup de pétrole, et la Guinée équatoriale également qui a beaucoup de pétrole. Donc, vraiment, l'un mis dans l'autre, je pense que voilà, c'est ça qu'il faut. Michel, selon vous? Une des plaies de ce pays-là, c'est aussi la corruption. Donc la lutte contre la corruption sera un levier important pour la bonne gouvernance. Donc moi je crois que le président qui sera élu devra vraiment mettre les bouchées doubles pour vraiment freiner cette saignée financière-là qui ne peut que être préjudiciable à l'économie de ce pays-là. Moi je pense que la lutte contre la corruption doit être un des moyens essentiels. Franck, à vous, en quelques minutes. Je dirais transparence.
Il faut la transparence. La gestion opaque du bien public n'est pas acceptable. En tout cas, du regard de la société civile, le président de la République, quand il est élu, la première chose, il est au service de la population. Parce que le peuple est le patron du président. C'est le peuple qui met le président au pouvoir. Et donc, le président a le devoir d'avoir une gestion transparente du bien que le peuple lui confie. Parce que c'est par la confiance qu'on vote pour dire, bon, on te confie la caisse du pays, gère ça, donne les orientations pour qu'on puisse avancer. Éric, quelques secondes. Oui, le point important pour moi, ça va être sur la question démocratique, parce que sur les 10 dernières années, quand j'ai regardé le classement de Sao Tomé, dans le classement de la démocratie, ils ont perdu énormément de place. Ils se sont maintenus pendant presque 5 ou 6 ans entre 2017 et 2023 et après les choses sont en train de redescendre. Là, ils sont 64e. Ça reste un pays qui est bien classé. Hein. Ils sont perçus comme une démocratie électorale qui est le deuxième pendant. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur cette question, s'ils peuvent revenir en laissant force aux institutions, force à la loi, c'est pour éviter justement une autre menace qui les guette. C'est surtout l'émigration de leur jeunesse, une jeunesse qui veut travailler, qui est déjà entre le fait que économiquement, c'est pas toujours ça. Et si politiquement, ça ne va pas, les gens préfèrent abandonner leurs illusions et aller à l'extérieur. Éric Dohou, Victor Diokoyi, Michel Beta, Franck Kwasi, merci d'avoir été les invités de ce spécial politicien. Merci. Merci bien. Merci à vous de nous avoir suivis. Émission à retrouver en replay sur l'application MyAfrica 24. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.